On arrive maintenant au chapitre sur la douleur. Donc, en fait, j'ai essayé de vous faire un truc très pratico-pratique sur les bonnes pratiques liées à la douleur. La plupart des informations sont tirées du livre blanc sur la douleur, qui a été publié en 2022. Alors, c'est pas une publication de la SFAR, mais c'est la publication d'un certain nombre de PUPH spécialisés dans la douleur. C'est globalement une émanation, c'est presque une émanation de la SFAR, c'est la Société française de la douleur, qui a publié ce livre-là. Et donc, je me suis inspiré de leurs recommandations pour faire ce petit topo. Donc, les bonnes pratiques quand on traite un patient douloureux, ça aide, il va falloir toujours faire ça, hein. C'est un traitement multimodal de la douleur. On peut utiliser plusieurs façons différentes, des façons médicamenteuses et non médicamenteuses. Et dans les médicaments, on va utiliser plusieurs classes différentes pour obtenir de la synergie. Et on va essayer de diminuer ou d'éviter le recours aux opioïdes. Ça, c'est les principes de base. Donc, grosso modo, quand vous traitez un patient, donc ça, c'est sur la copie, mais c'est également dans votre pratique de tous les jours, hein. Donc, la première chose, c'est d'utiliser les anti-inflammatoires. Grosso modo, les anti-inflammatoires, c'est toujours, pour toute chirurgie, pour toute douleur post-opératoire, sauf contre-indication. Je reviendrai un peu plus tard sur les bonnes pratiques d'utilisation des anti-inflammatoires. Le paracétamol, c'est pour les douleurs minimes. Grosso modo, c'est tous les patients, mais c'est insuffisant dès qu'on a une douleur qui est modérée à majeure. Les petites subtilités pour le paracétamol, c'est maximum 3 grammes par jour dès qu'on a plus de 65 ans, qu'on a une polypathologie, qu'on a une hépatite, qu'on a un VIH, donc un traitement par le VIH qui est potentiellement hépatotoxique, qu'on a une maladie de Gilbert, qu'on a un poids inférieur à 50 kg, ou qu'on a une consommation d'alcool qui est jugée déraisonnable. Donc en fait, assez rapidement, c'est 3 grammes par jour, hein, pour les patients. Ça, c'est la recommandation donc, du livre blanc des douleurs. Le néfopam, donc c'est un palier 1 également, c'est un analgésique central non morphinique. Donc celui-là, on doit encourager son utilisation parce que ça va permettre d'économiser et d'éviter, donc soit de diminuer le recours aux opioïdes, soit d'éviter les opioïdes. C'est un analgésique central donc non morphinique. Le problème du néfopam, c'est que vous savez, il y a quand même pas mal d'effets secondaires, notamment anticholinergiques, ça va faire des tachycardies, des sueurs, ça va surtout provoquer enfin, des globes vésicaux ça peut être assez confusiogène chez la personne âgée. Les sueurs ou la tachycardie, c'est pas une contre-indication à l'utilisation de néfopam. C'est plutôt une indication à réduire les doses et à l'administrer plus lentement. D'accord. Si vous avez une question de type le patient est en sueur en salle de réveil après l'administration de néfopam, qu'est-ce que vous faites? Alors oui, vous pouvez suspendre le néfopam, hein, c'est ce qu'on fait tous, mais il faut pas retenir que c'est une contre-indication néfopam. D'accord. Le néfopam est utile. C'est pas parce qu'il y a un effet secondaire minime comme une sudation qu'il faut arrêter le néfopam définitivement. Il faut réduire la dose, prolonger la durée sur laquelle le néfopam est administré et essayer d'optimiser la tolérance du néfopam, la tolérance du patient au néfopam. Opium, codéine, tramadol. La codéine, c'est une prodrogue. Le vrai problème, c'est que c'est une grosse variabilité interindividuelle parce qu'en fait, ça dépend du métabolisme de la drogue. Il y a, grosso modo, il me semble que c'est 1% de métaboliseurs rapides. Donc, c'est 1% de gens qui vont métaboliser très très rapidement la codéine et qui vont produire de la morphine de manière très rapide avec un pic de morphine extrêmement élevé. C'est des patients chez lesquels il y a eu des accidents d'arrêt respiratoire, notamment en pédiatrie. La codéine, pendant longtemps, ça a été utilisé en pédiatrie. Bon, maintenant, c'est quasiment, c'est relégué très très loin dans l'utilisation en pédiatrie à cause de ces métaboliseurs rapides qui entraînent des overdoses en fait de morphine liées à l'utilisation de la codéine. La codéine, en fait, c'est une prodrogue de la morphine, donc c'est métabolisé 30 mg de morphine, ça équivaut à 5 mg de morphine. Le tramadol, le tramadol, c'est pareil, hein, c'était beaucoup, beaucoup utilisé. Donc, c'est un opioïde de palier 2. C'est la première cause d'intoxication grave aux opioïdes en France depuis les années 2010. D'accord, il y a des overdoses en France à cause du tramadol. Et il y a beaucoup d'effets indésirables et d'incompatibilité parce que pour la même raison que la codéine, il y a un métabolisme par les cytochromes P, et il y a beaucoup, alors lui c'est pas tant, il y a des métaboliseurs
rapides et des métaboliseurs lents de tramadol. Il y a des gens qui répondent pas du tout au tramadol. D'ailleurs, j'ai pas dit, hein, mais la codéine, j'ai oublié, hein, je crois qu'il y a 1% de métaboliseurs rapides et il y a 10% de non-métaboliseurs. Donc, il y a 10% pour lesquels de patients, vous leur donnez de la codéine, bah, c'est comme si vous n'avez rien donné du tout. Donc, 10%, c'est quand même beaucoup, hein. Les patients, quand on traite la douleur, se baser sur un, un- un médicament qui n'agit pas dans 10% des cas, bah, c'est quand même beaucoup. Et le tramadol, c'est pareil, hein, donc il y a des gens qui ne métabolisent pas. Et surtout, il y a beaucoup d'incompatibilités médicamenteuses. Donc ça fait que l'opium, la codeine et le tramadol, c'est... alors, pas la SFA, mais du coup, dans le livre blanc de la douleur, ils disent on peut les utiliser, mais ça doit s'inscrire dans des stratégies de service pour éviter que tout le monde l'utilise n'importe comment. Et enfin, la morphine ou l'oxycodone. Donc ça, c'est après échec des autres stratégies. Désolé, il y a une coquille. Donc c'est normalement seulement les formes à libération immédiate. Les formes à libération prolongée, c'est dans des stratégies de sevrage. La phrase clé dans l'utilisation de morphine et d'oxycodone, c'est la plus petite dose efficace pour la durée la plus courte possible. Il faut faire systématiquement des mesures associées avec prévention des NDPO, laxatif co-antalgique systématique. D'accord. La morphine ne s'utilise jamais seule, sauf si vous êtes allergique aux AINS, au paracétamol, au Nefopam, et voilà. Et l'oxycodone, je vous rappelle que c'est 1,5 fois plus puissant que la morphine pour la voie Péros. En voie IV, c'est quasiment équivalent, mais en voie Péros, c'est 1,5 même à 2 fois plus puissant que la morphine. C'est pour ça que les doses d'oxycodone sont réduites par deux. Les bonnes pratiques de l'usage des anti-inflammatoires. Donc ça vient des RFE douleurs post-opératoires de 2016. Donc il est recommandé d'associer un anti-inflammatoire non stéroïdien, non sélectif. Donc, grosso modo, c'est du kétoprophène en IV ou alors un autre prophène en péros. Ou un anti-inflammatoire spécifique, enfin un inhibiteur spécifique de la COX-2 à la morphine en l'absence de contre-indication à l'usage des anti-inflammatoires. Les contre-indications à l'usage des anti-inflammatoires, c'est évidemment l'allergie ou l'hypersensibilité aux anti-inflammatoires, le fait d'avoir une clairance de la créatinine inférieure à 50, alors ils sont assez raides, hein, ça c'est les contre-indications de la RFE-SPAR. Moi j'utilise des anti-inflammatoires. Je le dis, moi, ça m'arrive d'utiliser des anti-inflammatoires si les patients ont une clairance inférieure à 50 ans. Ou alors dans les cas de situation de risque d'hypoperfusion rénale. Typiquement, c'est l'insuffisance cardiaque ou l'insuffisance hépatique. Chez la femme enceinte au troisième trimestre, c'est absolument contre-indiqué, hein. Vous vous rappelez, ça empêche la fermeture du, du conduit thoracique, du canal thoracique, pardon, et donc ça va entraîner des chintes à la naissance. Les, les patients qui ont un antécédent d'ulcère gastro-duodénal, le fait d'avoir une anticoagulation curative associée, normalement les anti-inflammatoires sont non recommandés quand on est anticoagulé curativement, parce que ça majore quand même un peu le risque hémorragique d'avoir la double, c'est la double peine, quoi, anticoagulation curative, anti-inflammatoire. Et c'est probablement pas recommandé plus de 7 jours quand on a un antécédent d'accident athérothrombotique artériel, AVC, AOMI ou infarctus du myocarde. Ça vient de registres, d'études sur registres, ces registres nordiques, il me semble, euh, qui ont montré que il y avait une surmortalité quand on faisait un traitement de plus de 7 jours par anti-inflammatoire chez les patients à risque thrombotique. Et l'autre chose, c'est que les inhibiteurs spécifiques de la COX-2, alors eux, ils sont contre-indiqués en cas d'antécédent d'athérothrombose, parce qu'en fait, le premier inhibiteur spécifique de la COX-2 qui a été mis sur le marché au début des années 2000, dans les études Princeps, globalement, ça marchait bien sur la douleur, mais par contre, il y avait une surmortalité chez les patients qui avaient des antécédents d'AVC, d'AOMI ou d'IDM, parce que ça en provoquait. Donc depuis, ils ont contre-indiqué tous les inhibiteurs spécifiques de la COX-2 chez les patients qui ont, qui ont des antécédents athérothrombotiques. Alors ça, c'était surtout vrai avec les premières molécules. C'est beaucoup moins vrai avec les molécules suivantes, mais il me semble qu'aucun industriel n'a réussi enfin, n'a osé refaire une étude pour essayer de placer un inhibiteur spécifique de la COX-2. Euh, l'avantage, euh, l'avantage théorique des inhibiteurs spécifiques de la COX-2, c'est qu'il y a moins d'effets gastro-duodénal et moins d'effets rénaux. Ça a une action plus spécifique sur la douleur que sur donc moins d'effets secondaires. En chirurgie colorectale, quand même, il persiste un doute sur le fait d'utiliser des anti-inflammatoires parce que ça pourrait augmenter le risque de fistule digestive. Donc les RFE douleurs post-opératoires, là, ils disent que c'est probablement recommandé, mais il persiste un doute sur une fistule. Donc là, il faut voir avec votre chirurgien digestif si vous voulez l'utiliser. Je ne l'ai pas mis sur la diapo, mais
un truc qui est majeur dans l'utilisation des anti-inflammatoires, mais comme tous les autres médicaments, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, la bonne pratique, c'est la plus courte durée possible aussi. Donc c'est 48 heures, et après on réévalue le rapport bénéfice-risque.